Salut à tous amateurs du cinéma, est-ce que vous connaissez la SF? Oui, tout le monde connaît la science-fiction. SF, science-fiction, voilà, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'abrégé, mais est-ce que vous connaissez tous les genres, enfin en tout cas, on va dire, les genres principaux de la science-fiction? Et bien comme on a fait pour le post-apoc, qui techniquement est d'ailleurs un sous-genre de la SF, mais c'est un sous-genre tellement complet que ça méritait une vidéo à elle tout seul, c'est comme tous les styles de punk. J'en ferai une vidéo quand j'aurai le nom réel de ce dont on parle, mais quand je vous dis les styles de punk, je pense au steampunk, cyberpunk, biopunk, dieselpunk, atompunk, voilà, tout ça, je vous laisserai aller voir sur internet, mais il y a beaucoup de choses. Mais la SF, c'est beaucoup de genres, certains que vous ne connaissez peut-être pas, et aussi certains où il est un peu compliqué de faire la différence, par exemple, entre, par exemple, citez-moi la différence entre du space opéra, du space fantasy et du planet opéra. C'est compliqué. Et bien on est là pour réparer ça. On est là pour réparer ça avec les genres principaux de la science-fiction. Le premier genre dont il faut qu'on parle, c'est bien évidemment avec des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore un film comme Jurassic Park, la hard SF, à différencier de la soft SF qui est un genre un petit peu qui se mélange dans plusieurs genres, donc j'ai pas pris le soft SF comme étant un genre. Le hard SF pourrait aussi être une espèce de groupement de sous-genres de la science-fiction également, mais pour mettre une base sur la SF, j'ai préféré vous le donner comme ça sous un genre. La hard SF, c'est ces films de science-fiction, ces romans, ces jeux vidéo, ces mangas, potentiellement ces comics de science-fiction qui se veulent le plus réaliste possible, ou en tout cas le plus proche de la réalité. Au cinéma, les deux exemples que je vous ai donnés là maintenant, c'est du coup Jurassic Park et bien évidemment le film 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est aussi un genre qui vient d'ailleurs du littéraire, et concrètement beaucoup de genres du cinéma nous viennent du littéraire, et qui a été utilisé pour la première fois en 1957. Voilà, comme ça vous le saurez. Et c'est d'ailleurs un nom, enfin un nom qu'aujourd'hui on associe à tous ces films un petit peu qui partent dans la science-fiction, mais pas trop, qui restent quand même assez réalistes en termes de science-fiction. Tous les films par exemple d'action en genre Mission Impossible qui ont un peu le côté SF dans le film, ce sera de la hard SF, ce genre donc de la science-fiction qui se veut réaliste, qui se veut le plus proche possible de la réalité. A contrario avec le soft SF, où le soft SF c'est de la science-fiction pas vraisemblable. Pas réaliste, oui, mais pas vraisemblable. Dans le genre où tu vas avoir des choses comme par exemple un sabre laser qui sont difficilement faisables aujourd'hui. Venez pas me faire chier avec Smithers de leur sabre laser qui a eu un Guinness World Record. C'est pas les sabres laser de Star Wars, c'est les sabres laser avec du plasma qui sont instables, etc. C'est pas la belle lame comme dans Star Wars, etc. etc. Ça, c'est pour la hard SF. Autre genre, bien évidemment, c'est le voyage dans le temps. Et ça, bon, il y a qu'à se pencher pour en ramasser. Hein. Retour vers le futur, Lazarus, The Lazarus Project, qui est un film aussi de SF. Tenet récemment pour Christopher Nolan, les films de super-héros du genre Avengers Endgame ou encore X-Men Days of the Future Past, j'ai arrivé à parler, Retour vers le futur, ça j'ai déjà dit, tous ces films qui parlent de voyage dans le temps, le voyage dans le temps c'est un genre en lui-même, tellement c'est utilisé comme un genre, voilà, c'est utilisé comme un genre de film où je vais pas vous faire la définition, hein. On a du voyage dans le temps, on a des personnages qui partent d'un point A dans le temps à un point B, et c'est aussi beaucoup un genre qui est un petit peu de la merde en termes de scénario. Alors, je dis pas les voyages dans le temps ça fait rêver, etc. C'est trop bien le voyage dans le temps, mais c'est souvent très casse-gueule. Je vais vous donner personnellement ce que j'appelle l'exemple du paradoxe. Vous allez voir, c'est sympa. Prenons un personnage A. On va prendre Optimus Prime, voilà. Optimus Prime fait une connerie qui l'emmène en prison. Voilà, il est en prison. Oh, pas bien, il est en prison. En sortant de prison, il se dit
j'ai raté, je sais pas moi, 25 ans de ma vie parce que j'ai tué une personne en allant à 200 km/h sur l'autoroute. Et j'ai été en prison à cause de ça. J'aimerais ne pas avoir perdu 25 ans de ma vie. Je vais donc créer une machine à voyager dans le temps avec plein de technologies pour repartir dans le passé et m'empêcher d'écraser cette personne. Résultat, Optimus Prime n'écrase pas la personne, il ne va pas en prison, il ne passe pas 25 ans en prison, et donc Optimus Prime ne se dit pas « je dois voyager dans le temps pour empêcher ça ». Donc il ne crée jamais la machine, il ne part jamais dans le temps, mais s'il ne part pas dans le temps, alors le paradoxe s'annule. Donc il va en prison, parce qu'il n'a pas annulé le temps, il va en prison, il fait 25 ans, il se dit merde 25 ans, il crée une machine, il part dans le temps, etc. 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 Vous comprenez bien que, grosso modo, les paradoxes, c'est de la merde. Alors, on pourrait, bien évidemment, justifier ça comme dans Retour vers le futur, en nous expliquant que quand tu voyages dans le passé, tu crées une nouvelle timeline. Mais concrètement, les films de SF, pour la plupart, ont quelques plot holes, des trous dans le scénario, qui font que si vous voulez faire un film ou un scénario, allez, Dr. Strange, tu vas tenir. Je vous conseillerais une chose, évitez les voyages dans le temps. Parole d'évancier. Autre genre très connu également après le voyage dans le temps, c'est l'Uchronie. Alors l'Uchronie, vous voyez là actuellement du petit Fallout, l'Uchronie c'est prendre un élément vrai de l'histoire, un élément dans le temps, une guerre, une décision politique, etc. Et imaginez ce qui se serait passé si cette décision se serait faite autrement. Fallout est une uchronie de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale s'arrête, mais dans le monde de Fallout, l'uchronie c'est le fait que la Seconde Guerre mondiale est suivie par une guerre froide beaucoup plus longue, notamment. Et en autre genre peu connu d'Uchronie, mais qui est aussi très intéressant, il y a une série dérivée d'un livre qui s'appelle The Man in the High Castle. Alors The Man in the High Castle, je peux pas trop vous en parler sans faire à cette chaîne, donc je vais, vous voyez de toute façon en haut à droite de l'image, je pense que vous comprenez très bien de quoi la série parle, et concrètement voilà, ça c'est le principe d'une uchronie. On a pris la Seconde Guerre mondiale, et on s'est dit, venez, on fait gagner le tonton d'Odolphe. Et bah le tonton d'Odolphe, et bah il a foutu la merde. Sachez que dans cette série, la Statue de la Liberté se fait détruire. Je place ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est le style de l'Uchronie. Alors des uchronies, il y en a plein si vous voulez, des uchronies d'histoire. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne d'Alteris. Donc ça s'écrit A-L-T-E-R-H-I-S. Je l'épelle parce que je sais très bien que j'ai oublié de le mettre dans la description. Ou que j'aurai la flemme, tout simplement. Je vous le conseille, il fait beaucoup d'Uchronie, notamment une série qui s'appelle Paris 1328, où le Paris de 2020 est transporté à la place du Paris de 1328. Il y a 3 saisons, et je vous conseille ce genre d'Uchronie. Et l'Uchronie, c'est trop bien en fait. Prendre un élément de l'histoire et se dire, tiens, imaginez qu'est-ce que ça serait passé si les États-Unis n'étaient jamais indépendants, ou si la Louisiane n'avait jamais été vendue par Napoléon. Et là, je parle que d'Uchronie aux États-Unis, mais imaginez. Allez, je suis belge, gros délire. En 1789, il y a eu le pays les États Belgiques uniques, en fait, créé avec la Révolution brabançonne. C'était le premier État belge, et à l'époque, les habitants s'appelaient même les Belgiques, pas encore les Belges. Ce pays a ensuite été annexé par Napoléon. Imaginez 30 secondes qu'à la place de se faire annexer, ce pays qui, grosso modo, était la Belgique avec le Luxembourg, aurait continué à exister. La Belgique aurait eu 30 ans d'avance sur son indépendance. Ça aurait pas été incroyable en termes d'Uchronie, mais pour un Belge, te dire que en fait ton pays il est né en 1789 et pas en 1831, oui parce que 1830, révolution, fin de la guerre belge, 1831, donc la Belgique, 1831. Mais imaginez, 1789, la Belgique c'est la Belgique et le Luxembourg, le pays est carrément plus grand que les Pays-Bas. Peut-être qu'aujourd'hui le Benelux serait un pays. Napoléon, après, comme il est, comme il y a eu une alliance avec l'Autriche, on peut imaginer que les États Belgiques unis se seraient rapprochés de Napoléon pour envahir le Pays-Bas. Et l'État de Liège aussi. Mais lui, il faisait partie du Saint-Empire romain germanique, c'était un bordel.
Vous voyez qu'avec une uchronie, on peut aller très loin. Et si l'Afrique n'avait jamais été colonisée? Et si l'Asie avait été colonisée? Et si il n'y avait jamais eu d'eau sur Terre? Et si les aliens envahissaient l'espace? L'Uchronie, c'est prendre un point dans le temps et tout modifier. Un des meilleurs genres de SF. On passe à un genre suivant, donc après l'Uchronie, merci The Man in the High Castle, je vais perdre ma monétisation, le cyberpunk. Là, bon, je pense que vous connaissez tous le cyberpunk, hein. Le cyberpunk est un genre très jeune de la SF d'ailleurs, parce que là où l'Uchronie, ça existe donc depuis très longtemps avec Wells ou encore Villers, etc. Ou encore du coup le maître du haut château avec Philippe K. Dick. Le cyberpunk est un genre qui est né dans les années 80, plus ou moins, avec un livre que je vous conseille. 1984 de George Orwell. La naissance du cyberpunk. Et bien évidemment, le cyberpunk, vous savez tout ce que c'est, les modifications avec la technologie, etc. Récemment, on a eu l'excellent animé Cyberpunk Edge Runner, si vous voulez, des séries de ce genre, et aussi le jeu vidéo Cyberpunk Edge Runner. Alita est également un film qui se rapproche du cyberpunk avec toutes les modifications corporelles, etc. Je vous conseille le cyberpunk, c'est un très beau genre. Autre genre également, c'est le space opéra. Et là, je sais que beaucoup de gens vont venir me dire, oui, le space opéra, c'est Star Wars, c'est Star Trek. Non! Star Trek et Star Wars ne sont pas du space opéra. Oui, je sais, vous allez me défoncer, certains vont me dire, non, c'est pas vrai, t'as tort. Je ne dis pas que j'ai à 100% raison, mais techniquement, ce n'est pas du space opéra. C'est quoi le space opéra? C'est des trucs, des films, des séries, des livres, dans lesquels on voyage dans l'espace. Souvent accompagné de militaires. Alors vous allez me dire, ouais, bah c'est Star Wars quoi. Eh ben, non! Star Wars a beaucoup plus de liens avec ce qu'on appelle le space fantasy. Un genre où on a les récits, où on a en fait les codes du fantasy, les chevaliers, les contes, les pouvoirs mythologiques, etc. Mais dans l'espace. Le sabre laser remplace l'épée. Les Sith et les Jedi remplacent les chevaliers. Je sais pas moi, Palpatine remplace Sauron, par exemple. Vous voyez un petit peu la différence? Le space opéra, c'est différent. Plus proche de la définition du space opéra, eh bien on a Stargate. Stargate, c'est une série où il y a, bon, quelques notions de super pouvoir, mais c'est un petit peu différent. Ce sont des aliens qui ont donc des capacités différentes des nôtres. Mais on n'a pas des sabres laser, etc. Je veux dire, dans Stargate, l'arme principale, c'est la P90, qui est une arme belge. Je vous jure que c'est vrai. Donc, Stargate est beaucoup plus proche du space opéra. On voyage à travers l'espace, pas le temps, que l'espace, avec une surcouche, enfin une petite couche de militaires. Stargate, pardon, c'est du space opéra. Star Trek et Star Wars, c'est du space fantasy. Les codes du fantasy, du fantastique, dans l'espace. Tout simplement. Autre genre aussi également important, et là c'est encore une autre catégorie de ce que j'appelle la trinité des space, des opéras, des fantasy, etc. C'est le planet opéra. La différence entre le space opéra et le planet opéra, c'est que le planet opéra ne se passe que sur une seule planète. Concrètement, ou en tout cas dans une planète et ses environs. Dune est un planète opéra, c'est de la science-fiction, il n'y a pas de doute là-dessus, voilà. Je pense qu'on peut clairement être sûr que c'est de la science-fiction, mais ça se passe sur une seule planète. Plus ou moins, enfin, ça se passe concrètement sur cette planète-là. Dans Avatar, on a oui quelques notions de la Terre ou voilà, de l'espace avec des vaisseaux, mais la plupart du temps on est sur Pandora. Ou sur une lune de Pandora, je sais plus. On est que quasiment sur cette planète-là. On a quelques moments qui sont dans l'espace, mais le gros de l'histoire se passe sur Pandora. Donc, je pense que Pandora, c'est une lune d'une planète. Je sais plus, au pire, on s'en fout. Concrètement, voilà. La différence entre le Space Opera et le Planet Opera, c'est que le Space Opera, on voyage partout dans l'espace. Le Planet Opera, c'est que sur une seule planète. Et vous voyez que, contrairement au Space Fantasy,
dans Avatar, on a cette notion de militaire avec les humains. C'est ce que je vous disais, différence entre le fantasy et le opéra. Le opéra, il y a ce côté vraisemblable. Le fantasy, c'est Star Wars avec les sabres laser, les Jedi, la Force, tout ce genre de trucs, les vaisseaux comme les podresseurs, etc. Ça, c'est du space fantasy. Pour ce qui est d'Avatar, on est sur du Planet Opera, et pour ce qui est de Star Trek, du Space Opera. Voilà, voilà. Et enfin, on va continuer avec le dernier genre, qui est un genre qu'on a déjà parlé, bien évidemment, dont on a déjà parlé, qui est un sous-genre de la science-fiction, le post-apoc. Post-apoc qui souvent va beaucoup avec d'autres sous-genres. Souvent le post-apoc, ça va être mélangé avec le genre d'action, le genre uchronie aussi, et aussi un dérivé de l'uchronie, la dystopie. D'ailleurs, en réalité, The Man in the High Castle pourrait être une dystopie. Dystopie, c'est quoi? C'est une uchronie, sauf que tout se passe mal. Voilà. C'est genre, on prend un point dans l'histoire, et bon, ça se casse la gueule. C'est l'exemple de la basique. Bon, bah, au pire, ça fait mal aux Pays-Bas ou au Luxembourg. La dystopie, c'est ça fait mal partout. À tout le monde. Un exemple de dystopie qui est d'une science-fiction, les films sans un bruit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.